merci déjà d'être là, et d'être aussi nombreux. On est très content de voir le succès, qu'a rencontré, ce webinaire. Donc Jérôme Tricomi, je suis, un des membres du collège du réseau, Tiers-Lieux en Grand Est. Je suis par ailleurs, coordinateur, d'un tiers-lieu numérique à Strasbourg, et donc j'animerai ce webinaire, avec, 4, interventions. Donc Emmanuel Sadorge, cofondateur de l'Egicop, Thibaut Pey, qui est coordinateur du tiers-lieu Pixine, dans les Ardennes, Julie, la coordinatrice de la Grenze à Strasbourg, et Magali, coordinatrice du SHED à Reims. Je les laisserai, se présenter. Peut-être vous redire, en quelques mots, avant de laisser, Emmanuel, prendre la parole, l'intention de ce webinaire, ce qu'on veut en faire et ce qu'on ne pourra pas en faire. Je vais peut-être commencer par ce qu'on ne pourra pas en faire. Nous n'avons pas de réponse sur, la façon dont se monte, le modèle économique de votre tiers-lieu ou de votre futur tiers-lieu. Parce que, ça n'existe pas, tout simplement, et que ça change selon les territoires. Ce qu'on va pouvoir, par contre, et ce qu'on espère, apporter, c'est, des questions, à se poser, des éléments de réponse, des ressources et des personnes vers lesquelles se tourner. Et ce qu'on voulait tout particulièrement creuser, au-delà de la façon dont on finance, un projet de tiers-lieu, c'est les questions qui se posent, de par nos modèles, économiques qui sont hybrides entre, privé et services, d'intérêt général, entre, financement privé et public, avec souvent plusieurs projets, heu, plusieurs structures au sein, d'un même lieu, et du coup de déguiser les questions précises que ça pose, en termes fiscaux, en termes juridiques, en termes, comptables, en termes de gestion. On va le faire avec, donc une présentation, d'Emmanuel, Sadorge de l'Egicop, qui est, je ne sais pas s'il le dira, autrement, mais qui, à notre sens est, un des acteurs qui a le plus travaillé, sinon l'acteur qui a le plus travaillé en France sur ces questions-là, depuis, de longues années en plus, donc qui connaît, très bien, nos lieux et nos modèles. Et puis après, avec 3 études de cas, donc 3 lieux, la façon dont, ils sont montés, et les problématiques, les questions que ça leur a posées. On vous laissera à chaque fois entre ces séquences des temps de questions-réponses. Donc soit vous pouvez lever la main, prendre la parole à l'oral, soit vous pouvez poser vos questions dans le chat. Heu, on essaiera d'y répondre, du coup, en les rassemblant s'il y a des questions, similaires. Voilà. Et ben, je crois que c'est bon pour moi. Et puis, bah, du coup, Emmanuel, je vous laisse, la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager tout de suite ma présentation. Du coup, je vous dirai les quelques slides. Alors, je vous ai préparé une présentation très complète, enfin, écrite très complète. Mais là, à l'oral, vu que j'ai 20 minutes, 30 minutes, on va aller très, très vite sur certains diapos qui permettent d'avoir toute la réflexion quand vous aurez le support après chez vous. Mais moi, je vais surtout faire une intervention orale, donc c'est un simple support, et donc on va regarder que quelques-uns des diapos sur lesquels j'ai fait des dessins pour essayer de mieux comprendre les questions qui se posent quand vous réfléchissez au montage juridique et fiscal d'un tiers-lieu. Alors, on peut tout de suite aller à la deuxième slide sur les questions qui m'ont été transmises en amont de ce webinaire, où en fait, pour gagner du temps et pour être sûr d'avoir cerné les problématiques qui m'ont été posées, je vous propose qu'on les aborde tout de suite, un peu comme une introduction, et après, on ira plus dans le détail de certaines notions, notamment surtout la notion fiscale qui est centrale quand on fait de la structuration avec plusieurs structures qui mélangent d'un côté des activités non lucratives et des activités lucratives. Donc, la première question, c'était quel impact du modèle juridique sur le modèle économique et vice-versa. La réponse est assez simple, l'impact est majeur.
Il y a énormément d'enjeux. Vous allez avoir évidemment la question des exonérations d'impôts commerciaux. Vous allez avoir la question de l'éligibilité au régime du mécénat pour certaines d'entre vous qui espèrent avoir ce type de ressources. Il y a la question essentielle du recours au bénévolat, qui est très importante dans beaucoup de tiers-lieux où il y a une partie de l'activité qui est assurée par des personnes bénévoles et qui implique du coup d'avoir des structures qui ont le droit de recourir au bénévolat. Je commence tout de suite à vous donner des éléments de réponse, comme ça vous l'avez en tête. Notamment, en fait, il n'y a que les organismes à but non lucratif, en principe, qui peuvent recourir au bénévolat, donc en gros les assos. Et les SIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, parce que c'est prévu par la loi qu'elles peuvent avoir des bénévoles dans leur sociétariat, mais à condition de, bien sûr, respecter les règles en matière de travail dissimulé, et donc, donc à faire dans une SIC, mais avec précaution. Il y a toujours souvent la question de la perception de subventions ou d'aides d'État, où là, en fait, en fonction de l'activité principale exercée au sein du tiers-lieu, la forme juridique peut être importante. Il y a certaines subventions qui sont fléchées que sur les organismes à but non lucratif, par exemple, ça arrive. Mais à l'inverse, dans l'art ou dans la culture, on peut avoir des sociétés commerciales qui reçoivent des subventions, ou on verra aussi que, par exemple, dans le domaine agricole, il faut absolument être une structure agricole pour percevoir certaines aides. Une autre question qui se pose aussi dans le modèle juridique, c'est la capacité d'aller chercher des investisseurs. Parfois, c'est important. Et quand on va chercher des investisseurs, il faut avoir une structure juridique qui permet déjà de leur garantir qu'ils récupéreront leur apport et souvent de pouvoir les rémunérer. Donc là aussi, ça peut être déterminant dans le choix de la structure. La deuxième question qu'on m'a posée, c'était quel impact sur les régimes de fiscalité et le fait d'avoir notamment des activités commerciales à côté d'activités non lucratives exonérées d'impôts. Donc ça, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse, je prenne 10 minutes après pour vous rappeler très, 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 très brièvement les grands principes à avoir en tête, qui structurent vraiment la manière dont on va penser le montage. Après, ces questions-là sont relativement complexes. C'est des formations des fois de 3 jours hein, sur ce thème-là. Donc là, je vais le faire en 10 minutes. Donc il ne faudra pas m'en vouloir si je vais très vite là-dessus. La deuxième question, c'est un petit peu la même que la première. C'est toujours les modèles où en fait on a 2 types d'activités. Donc là, c'est pareil. On reparlera de la fiscalité et j'essaierai de faire un petit point dans les 10 minutes ou dans les 5 minutes qui suivront sur le rappel des règles d'exonération d'impôts commerciaux et d'éligibilité au régime du mécénat, les hypothèses qui sont prévues par la doctrine fiscale de sectorisation fiscale, c'est-à-dire qu'on a une seule entité, mais qu'il y a une partie qui est non lucrative, exonérée d'impôts, voire éligible au régime du mécénat, et une partie lucrative. Ça, c'est la sectorisation fiscale. Et dans ce cas-là, on paye des impôts que sur la partie lucrative. Et sinon, il y a un schéma qui est de plus en plus pratiqué, c'est la filialisation, c'est-à-dire qu'on décide de créer une structure commerciale dédiée pour exploiter les activités lucratives. Ça, on y reviendra après. Sur la question, faut-il séparer les activités, quel modèle existe? Surtout en matière de tiers-lieux, c'est très courant de séparer les activités. Pour pouvoir accéder à des financements spécifiques, je vous donnais l'exemple de l'agriculture tout à l'heure, mais ça peut être pour d'autres dispositifs qui sont fléchés sur tel type de filière où c'est important d'avoir le bon numéro APE. Ça peut être aussi pour des considérations de réglementation particulières. Notamment, on peut penser à tout ce qui est conventionnement d'insertion par l'activité économique enfin, et puis il y a certaines activités, je sais pas moi, l'aide à la personne, par exemple, où il faut avoir un objet exclusif, où là aussi, il faudra créer une structure dédiée pour tel type d'activité. Il y a des fois des questions en matière de gestion du personnel, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même convention collective qui va être applicable. Donc, du coup, vous allez avoir une structure avec telle convention collective et une autre structure avec telle autre convention collective. Il y a évidemment toujours la question de la fiscalité, et on rejoint un peu le point sur la filialisation que je vous évoquais plus haut. Et puis surtout, une des
enfin, une raison, peu importe le type d'activité, mais qui explique pourquoi ça vaut le coup d'avoir des structures distinctes, c'est l'isolement du risque économique. C'est-à-dire que si jamais une activité fait faillite, qu'elle ne vienne pas contaminer les autres activités. Donc là, c'est pareil, le fait d'avoir une prise de risque au sein de structures distinctes permet d'éviter une contamination et de mettre à mal l'ensemble du projet et simplement d'isoler la faillite sur une seule structure. Autre question, c'est quels sont les modèles intéressants pour investir dans des équipements, de l'aménagement et du foncier, de l'immobilier? Pareil, question hyper classique en matière de tiers-lieux. Il est très courant qu'il y ait une structure qui soit dédiée au portage de l'immobilier pour avoir pour pouvoir bien identifier les investissements, pour pouvoir les gérer de manière collective, pour pouvoir décider des règles d'utilisation de manière collective, etc. Donc, moi, c'est ce que j'appelle souvent des foncières solidaires. Là, on verra que toutes les formes juridiques sont possibles pour gérer l'immobilier. Si on a besoin d'aller chercher des investisseurs, on prendra plutôt une forme lucrative. Si on a, pareil, c'est d'ailleurs une forme lucrative, si on a besoin d'intéresser les différentes parties prenantes, les différentes structures qui utilisent un lieu, si elles espèrent pouvoir bénéficier de la plus-value que pourrait générer l'immobilier, il faudra plutôt prendre une structure lucrative qui, en cas de cession, enfin, si on cède les parts de cette structure, on pourra espérer réaliser une plus-value, ou en cas de dissolution de cette structure, on pourra espérer de réaliser une plus-value. Mais à l'inverse, on a certains tiers-lieux qui ont fait le choix de mettre l'immobilier dans des structures anti-spéculatives pour justement éviter toute dérive spéculative et qui, du coup, ont choisi plutôt une forme soit non lucrative, comme une association, voire à lucrativité limitée, comme par exemple une société coopérative d'intérêt collectif. Puis après, dans les modèles qui sont intéressants comme ça pour pouvoir les évoquer très rapidement, il y a des dispositifs fiscaux très particuliers. Quand sur un tiers-lieu, par exemple, tous les acteurs sont non lucratifs, c'est que des associations, et quand elles créent un groupement de moyens, soit pour porter l'immobilier, soit pour porter des services communs, il y a un dispositif spécifique qui s'appelle, là que je vous ai cité, 261 grand B, qui permet en fait d'être exonéré de TVA sur les services qui sont rendus par ce groupement à ses membres qui eux-mêmes sont exonérés de TVA. Donc voilà, je vous passe vraiment très très vite en revue pour qu'il y ait quelques notions. Après, il y aura les questions-réponses pour y répondre, mais c'est pour vous donner les premiers grands éléments de réponse. Et la dernière question, alors là, où je me suis senti un petit peu moins légitime à y répondre en tant que juriste, c'était quels outils pour prévoir, anticiper et maîtriser ses besoins. Donc, je peux juste vous répondre sur les documents sur lesquels moi je me fonde quand je dois faire une analyse juridique pour définir un montage idéal. C'est souvent la description du plan d'action, de la stratégie du projet global, avec tous les acteurs dedans, y compris la feuille de route. Et surtout, je pense que le point le plus important, c'est le budget prévisionnel. Alors, de préférence à 5 ans pour qu'on ait un peu de visibilité sur l'évolution. Et ça, on peut directement du coup passer à la slide 5. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, le juridique n'est que au service du projet. Donc, ça ne sert à rien d'arriver en disant quel est le schéma juridique idéal pour mon projet de tiers-lieu. Je ne pourrai pas répondre à cette question si je n'ai pas la description détaillée du projet avec les 3 grands axes qui permettent de définir un montage, la finalité, notamment la question est-ce que dedans il y a une dimension d'utilité sociale qu'il faut garantir. Est-ce qu'il y a certaines structures juridiques qui garantissent en fait, en quelque sorte, l'utilité sociale du projet? Et dans la finalité, derrière la question de la finalité, il y a aussi la question, est-ce que c'est un projet, par exemple, entrepreneurial, professionnel, d'une personne physique, d'un entrepreneur, ou est-ce que c'est quelque chose de plus global, par exemple, avec des objectifs socio-environnementaux à l'échelle d'un territoire, avec l'implication de différentes personnes, de bénévoles, etc. Donc ça, c'est important, la finalité même du projet. La question de la gouvernance, pareil, très importante, et notamment la question qui va être essentielle, ça va être la place des fondateurs.
Et dans le projet, est-ce qu'il faut leur garantir en fait quelque part une place prédominante dans la gouvernance, ou est-ce qu'on est plutôt sur des principes démocratiques très forts avec une grande égalité entre les parties prenantes? Ça, c'est des questions importantes. Toutes les formes juridiques ne permettent pas de faire ce qu'on veut en matière de gouvernance. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, d'avoir au moins une idée de comment on voit les choses. Qu'est-ce qu'on met en commun? Quelles sont les décisions qui sont prises collectivement et quelles autres sont plutôt un domaine réservé à ceux qui ont la vision du projet? Et puis, le dernier point, mais qui est vraiment le point le plus important, c'est le modèle économique du tiers-lieu. Donc ça, comme ça a été dit en introduction, le but n'est pas de répondre à cette question-là aujourd'hui, puisque chaque tiers-lieu, en fonction de ses caractéristiques, de sa composition et surtout de ses grandes activités, aura son propre modèle économique. Même si c'est vrai que souvent on retrouvera quand même des activités de coworking et de formation dans beaucoup de tiers-lieux. Sinon, après, si on est sur un tiers-lieu plutôt agricole ou un tiers-lieu plutôt culturel ou un tiers-lieu plutôt autour de l'alimentation ou de la restauration, c'est des modèles qui n'ont rien à voir. Ou pareil sur les communautés dans le domaine du numérique, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'on a besoin d'investissement? Et dans ce cas-là, quels seraient les investisseurs? Quel type de ressources on espère? Et notamment, est-ce qu'on espère avoir du mécénat? Est-ce qu'on espère avoir du bénévolat? Est-ce qu'au contraire, on espère vendre des services ou vendre des marchandises? Est-ce qu'on espère obtenir des subventions et des aides d'État? Et dans ce cas-là, quel dispositif? À quelles conditions? Et ensuite, la question de la rémunération la question des rémunérations des services et la rémunération des produits sont des éléments qui sont essentiels. Et un autre point qui sera déterminant aussi sur le modèle économique, c'est si jamais ça marche bien et qu'on génère des résultats et qu'on génère des réserves, comment est-ce qu'on va gérer ces bénéfices et les éventuelles plus-values? Est-ce que c'est important qu'il y ait une logique patrimoniale dans le projet, c'est-à-dire que les parties prenantes espèrent en retirer un bénéfice économique et espèrent s'enrichir avec, ou est-ce que le seul but, c'est de rémunérer, par exemple, le travail? Donc ça, c'est des questions qui sont essentielles que vous devez toutes et tous avoir en tête avant même de réfléchir au montage juridique. Et c'est en fonction des réponses qu'on aura sur ces différents volets qu'on arrivera à trouver des réponses. Voilà pour les grandes questions à se poser et une manière aussi de répondre tout de suite d'emblée aux questions qui m'ont été posées. Maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, sachant qu'il me reste 15 minutes à peu près. Et donc, on va essayer d'aller vite. Je propose d'aller à la slide 7 directement pour que vous ayez tout de suite un visuel sur les différentes formes entrepreneuriales qui existent en droit français, que j'ai classées là, des structures qui vont du non lucratif au lucratif total, avec dedans le champ de l'économie sociale et solidaire qui est bien identifié, qui comprend donc dans l'économie sociale et solidaire à la fois des structures qui peuvent relever du secteur non marchand, c'est-à-dire que vraiment il n'y a aucune rentabilité à espérer sur certaines activités, n'importe quelle activité par exemple caritative avec de la distribution gratuite de repas, on ne peut pas espérer vendre des services et générer du profit avec une telle activité, mais qui comprend aussi une activité marchande. Quand on fait du réemploi et qu'on revend des objets, par exemple, qu'on a réparés, quelque part, on est dans le secteur marchand. Après, selon les conditions dans lesquelles on exerce son activité, on pourra espérer être exonéré d'impôts ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même une activité de vente dans tous les cas. Donc, je pense que sur l'économie sociale et solidaire, la plupart d'entre vous peut-être connaissent quand même un petit peu ce champ qui va des associations, qui passe par les coopératives et qui, depuis 2014, permet à des sociétés commerciales qui prennent certains engagements de relever de ce champ-là en prenant des engagements sur leur gouvernance démocratique, leur gestion des bénéfices et leur objectif d'utilité sociale. Mais tout ça pour dire que quand on réfléchit à des structures qui vont nous aider
à structurer un tiers-lieu, et notamment, par exemple, sur la question de la gestion de l'immobilier ou des équipements qui sont communs à tout le monde. Selon le projet, on peut avoir des structures qui sont soit non lucratives, soit très lucratives et qui peuvent même être des sociétés classiques pour pouvoir aller chercher des investisseurs qui mettront de l'argent pour nous aider dans notre projet ou, pour aller chercher, par exemple, pour lever des fonds, par exemple, auprès du public. Là aussi, ça peut avoir un impact d'avoir des structures soit lucratives, soit au moins à lucrativité limitée pour pouvoir intéresser les gens. Dans la slide juste après, on voit ces mêmes structures avec leur modèle économique, enfin les modèles économiques possibles avec ce type de structure. Ce que vous pouvez retenir ici, c'est bon, déjà normalement le prêt, d'un point de vue théorique, n'importe quelle structure peut accéder au prêt. Après, on ne va pas se mentir, c'est plus facile d'obtenir un crédit auprès d'une banque quand on est une société commerciale avec un capital, même à la limite si on est une coopérative, que quand on est une association, par exemple. Quand on n'a pas de capital, ça peut être compliqué d'accéder au prêt. Mais logiquement, normalement, en tout cas, même une association peut demander à une banque un crédit. Les subventions, pareil, normalement, en droit de l'Union européenne, en matière d'aide d'État, il n'y a pas de distinction en tant que telle sur la forme juridique des structures pour accéder aux subventions publiques. D'ailleurs, on a des grandes entreprises du CAC 40 en droit français qui bénéficient de subventions considérables. Donc, ce n'est pas censé être un obstacle. Après, il faut savoir que, évidemment, politiquement, les collectivités territoriales, régions, départements, villes, communautés de communes, sont plus enclines à financer des structures non lucratives où on est sûr qu'à la fin, l'argent public ne finira pas dans les poches d'actionnaires ou de dirigeants, plutôt que des sociétés commerciales. Donc là, c'est pareil, quand on se pose la question de quelle est la structure la plus à même de recevoir des subventions, il faut regarder spécifiquement par rapport au projet, quels sont les dispositifs qui existent sur le territoire pour tel type d'activité et est-ce que du coup, il y a des restrictions par rapport à la forme juridique. Et ensuite, pour les autres types d'investissements, là, clairement, il y a des impossibilités, des incompatibilités. Par exemple, si vous êtes une société, que ce soit une société classique ou une société de l'ESS, ou voire même une coopérative, vous ne pourrez jamais accéder au mécénat. Donc, à part 5 exceptions en France, où on a des SIC qui ont réussi à obtenir un rescrit fiscal de l'administration qui leur disent qu'ils sont éligibles au mécénat, ce qui ne correspond pas au texte. Sinon, partez du principe qu'avec une SIC, vous ne pouvez pas lever du mécénat. Donc, si vous voulez du mécénat, si c'est important dans votre modèle économique, c'est sûr qu'il faudra une structure dédiée, non lucrative, soit une association, soit une fondation, soit un fonds de dotation, pour lever du mécénat. Mais pareil, il ne suffit pas d'être une association, ça j'essaierai d'en parler rapidement après. Il ne suffit pas d'être une association pour pouvoir être exonéré d'impôts commerciaux et être éligible au régime du mécénat, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Autre point là dans les modèles économiques et par rapport au modèle juridique, si vous voulez avoir recours au bénévolat, une coopérative où en fait normalement quand on s'en va, on est juste remboursé à la valeur nominale de ses parts où il n'y a pas de dividendes, il n'y a que des intérêts servis sur les parts sociales et c'est extrêmement plafonné. Il ne faut pas espérer un rendement de plus de 2-3% sur le montant des apports. Donc, ce n'est pas avec une coopérative que vous allez réussir à attirer des investisseurs classiques. À la limite, vous allez peut-être réussir à attirer des investisseurs solidaires et encore, peut-être qu'ils préféreront, par exemple, une société commerciale de l'économie sociale et solidaire, donc une SAS ou une SARL de l'ESS. Donc ça, il faut aussi être lucide par rapport à ça. Et donc, dernier slide après, par rapport aux contraintes fiscales, et on peut parler de fiscalité tout de suite.
Donc la slide 9 qui rappelle que, en fait, du coup, si jamais vous voulez être exonéré d'impôts commerciaux, donc la TVA, être exonéré de TVA, être exonéré d'impôts sur les sociétés, contribution économique territoriale, taxe d'apprentissage, vous avez d'énormes contraintes et du coup, il n'y a que très peu de structures qui peuvent le faire. Notamment, en gros, en matière de tiers-lieux, souvent, on se limitera à une association ou à un fonds de dotation et ce sera les seules structures qui seront utiles pour lever du mécénat. Et il faudra faire très, très attention aux relations entretenues entre cette structure, ce véhicule dédié à la collecte de dons par rapport aux autres parties prenantes qui seront sur le site, qui seront sur le tiers-lieu, pour pas qu'il y ait une sorte de contamination fiscale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais vous choisissez une forme de société ou une association fiscalisée, l'avantage, c'est que vous aurez très peu de contraintes dans votre activité. Enfin, vous aurez une contrainte sur votre modèle économique à cause de l'imposition, mais par contre, sur la manière de vous organiser, de gérer, etc., vous aurez très peu de contraintes et ce sera peut-être plus approprié en fonction du projet d'avoir une plus grande liberté. Je vais passer sur la description là, du slide d'après de ce que c'était ESS et ZUS. Je peux juste faire une toute petite parenthèse pour vous dire que appartenir à l'économie sociale et solidaire ou à obtenir un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, en soi, c'est un engagement vis-à-vis de vos membres, vis-à-vis de l'extérieur. C'est une reconnaissance de votre utilité sociale et d'une certaine vertu dans votre organisation, mais ça n'a pas d'impact direct sur votre régime fiscal. Donc, si on passe à la slide d'après, sur la slide 10, vous aurez quand même très rapidement une sorte de comparatif dans les trois grandes familles de l'ESS, entre les sociétés commerciales, les associations et les coopératives. Et on voit en fait que l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, est une sorte de remise à niveau de toutes les structures au même niveau en termes de standards, de, de vertu en termes de gestion démocratique, de gestion des réserves, de recherche d'une utilité sociale, de plafonnement des rémunérations, etc. Mais en tout cas, c'est pas pour moi, à part être un affichage et une forme d'engagement importante en termes de communication et de conviction, ce n'est pas forcément déterminant dans la réflexion pour qu'un montage de tiers-lieu fonctionne bien. On peut, je pense, du coup, parler de fiscalité en allant directement à la slide 15 pour vous rappeler les fondamentaux. Alors, au fil des années, j'ai développé ce petit schéma, là, cette petite pyramide qui permet d'avoir en un seul dessin l'intégralité des conditions pour pouvoir être exonéré d'impôts commerciaux. Donc, c'est le bas de la pyramide en bleu, là, avec les grandes conditions. Et éventuellement, si on arrive à démontrer qu'on est non lucratif d'un point de vue fiscal, on peut essayer d'aller chercher en plus de ça la reconnaissance, enfin, le régime des organismes d'intérêt général qui permet d'accéder au mécénat et qui permet donc, du coup aux donateurs d'avoir des réductions d'impôts et d'attirer des dons. Juste pour faire un petit focus sur ces conditions-là par rapport à la gestion d'un tiers-lieu, vous voyez que la base de la pyramide, la première condition, c'est la gestion des intéressés. Normalement, en fait, les dirigeants d'une association qui est non lucrative fiscalement doivent être bénévoles. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes dans un tiers-lieu où les fondateurs ont décidé d'en faire leur projet professionnel et espèrent gagner leur vie avec le projet. C'est compliqué d'avoir une gestion désintéressée et d'avoir des dirigeants rémunérés dans un organisme à but non lucratif. Et ça peut être, dans de nombreux montages, un frein pour aller chercher l'exonération d'impôts commerciaux et l'éligibilité au régime du mécénat. Ça, c'est un premier point. La gestion des intéressés, c'est très, très structurant dans les montages juridiques et fiscaux. Ce qui veut dire que peut-être que certains fondateurs devront se mettre un peu en retrait et renoncer à un poste de dirigeant officiel d'un organisme à but non lucratif pour permettre à cet organisme de défendre sa non-lucrativité fiscale. Autre point classique
qui peut poser problème en matière de tiers-lieux, c'est l'absence de relations privilégiées entre l'organisme à but non lucratif dont on espère une exonération d'impôts et l'éligibilité au régime du mécénat et des sociétés commerciales classiques. Et dans un tiers-lieu, par définition, on a des parties prenantes qui peuvent avoir des activités complémentaires et qui, parfois, ce qui parfois peut rendre difficile la démonstration de l'absence de relations privilégiées entre l'organisme à but non lucratif, par exemple, qui va faire, je dis n'importe quoi, l'animation culturelle du lieu. Et il va falloir démontrer que ça ne génère pas de, de débouchés commerciaux pour les autres parties prenantes, les autres sociétés qui sont dans le même lieu. Donc ça, des fois, c'est un point assez délicat à gérer en matière de tiers-lieux. Et enfin, il y a le grand classique dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, c'est qu'une fois qu'on a démontré qu'on était à gestion d'intéressés, qu'on n'avait pas de relation privilégiée avec des sociétés commerciales, il faut réussir à démontrer qu'on a une activité qui n'est pas concurrentielle, c'est-à-dire qu'on exerce son activité dans des conditions différentes que les sociétés commerciales classiques. Là aussi, ça peut être, dans certains cas, un petit peu difficile. On y revient, on peut directement, vu qu'il y a quasiment plus de temps, on peut directement aller à la slide 21 sur cette fameuse règle des 4 P, qui est en fait une démonstration en fonction du produit que vend ou propose l'organisme, quand c'est notamment gratuit. Le public visé, il faut plutôt que ce soit un public qui soit fragile, enfin, en tout cas qui mérite une attention particulière. Le prix qui souvent doit être plutôt en dessous des prix du marché. Et puis la publicité, c'est-à-dire que l'administration fiscale risque de nier le caractère non lucratif d'activités où en fait on communique de manière un peu agressive comme n'importe quelle autre société, enfin on fait du marketing comme dans n'importe quelle autre société commerciale. Donc cette règle des 4 P, elle est importante à analyser quand on essaye de développer une activité à but non lucratif au sein d'un tiers-lieu, pour aller chercher les exonérations d'impôts commerciaux. Une fois qu'on a passé le bas de la pyramide, donc comme je vous disais, donc la partie non lucrativité fiscale et donc exonération d'impôts commerciaux, on peut essayer d'aller chercher le mécénat, donc ça c'est la slide d'après, où en fait le but c'est de démontrer qu'on a une activité qui a un des caractères prévus par la loi, philanthropique, éducatif, scientifique, social, sportif, familial, culturel, défense de l'environnement, enfin bon là il faut être là-dedans. Ce qui va exclure certaines activités, je dis n'importe quoi, par exemple, une activité de coordination ou d'animation de tiers-lieux ne va pas être considérée par l'administration fiscale comme d'intérêt général, par exemple. Ouais, voilà, ça c'est un exemple. Une fois qu'on a dit ça, on peut aller à la slide suivante. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent des organismes à but non lucratif peuvent avoir des activités non lucratives fiscalement exonérées d'impôts commerciaux et développer à titre accessoire des activités purement lucratives parce qu'on n'a pas réussi à démontrer par exemple la règle des 4 P. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on a une franchise jusqu'à à peu près 73 000 €. C'est un peu plus haut maintenant là, en 2023, mais je n'ai pas le chiffre exact en tête. En fait, là, on a le droit, l'administration fiscale, elle dit qu'on a le droit de développer des activités lucratives et accessoires en franchise totale d'impôt, du moment qu'on ne dépasse pas ce seuil de 73 000 € et du moment que les activités non lucratives sont prépondérantes. Donc ça, c'est une faculté qui est utilisée toujours en début de développement d'activités lucratives accessoires et qui est très pratique pour lancer une petite activité lucrative accessoire. Sauf qu'en matière de tiers-lieux, souvent on atteint des budgets assez importants et les activités lucratives accessoires peuvent très vite dépasser ce montant de 73 000 €, notamment si à côté des activités non lucratives, on commence à développer au sein d'une même structure qui avait une activité très sociale ou en tout cas non lucrative, on commence à développer par exemple des activités de coworking, des activités de restauration dans des conditions concurrentielles. Dans ces cas-là, l'administration fiscale autorise à mettre en place ce qu'on appelle une sectorisation, c'est-à-dire qu'on va bien dans la comptabilité distinguer
les charges et les produits du secteur non lucratif, des charges et des produits du secteur lucratif. Et du coup, on va imposer aux impôts commerciaux que la partie lucrative. Donc là, c'est pareil, ça peut marcher pendant un certain temps. Par contre, si l'activité lucrative se développe, elle ne peut plus être accessoire. Et or, c'est une des conditions de la sectorisation, c'est que l'activité lucrative soit toujours accessoire. Donc, si elle commence à prendre un peu trop de place, nous, en pratique, on dit que le rapport, il est à peu près de 30% maximum d'activité lucrative. Dans ce cas-là, il faudra sortir complètement l'activité lucrative dans une filiale. On peut aller directement du coup à la slide 25 pour que vous ayez une idée de à quoi peut ressembler un schéma avec une filiale. Donc là, vous voyez, on a 2 étages, l'association qui elle est d'intérêt général, qui donc est non lucrative, qui reçoit des dons, qui donne droit à réduction d'impôts, etc. et qui crée sa filiale qu'elle peut détenir soit toute seule en tant qu'associé unique, soit avec d'autres investisseurs si on a besoin d'aller chercher des investissements, et qui, elle, par contre, sera complètement fiscalisée. Donc ça, c'est un schéma très classique et qui se met enfin, maintenant, c'est assez bien borné et qui présente pas trop de difficultés à mettre en place. Et juste pour finir, parce que je vois que ça y est, je commence à dépasser, c'était ce que je craignais. On peut aller directement à la slide 34 pour que vous ayez juste il y avait une question sur les enjeux en matière de TVA. Juste que vous ayez, c'est histoire que visuellement, vous puissiez rapidement comprendre quelles peuvent être les problématiques en matière de TVA dans un tiers-lieu où vous avez une foncière ou en tout cas une structure de moyens commune qui a la TVA. Si toutes les parties prenantes d'un tiers-lieu sont toutes à la TVA et qu'elles créent ensemble une structure qui est à la TVA, c'est le cas tout à gauche là, là, il n'y a pas de problème en fait, puisque du coup, la TVA est déductible chez tout le monde et que le schéma est complètement neutre pour tout le monde. Donc ça, c'est un cas qui ne pose aucun problème. Mais ça implique que tout le monde soit à la TVA. Ce qui se passe dans les tiers-lieux, c'est que souvent, on va avoir certains acteurs fiscalisés et d'autres acteurs non fiscalisés. Dans ce cas-là, il y aura un arbitrage à faire quand on a le choix, hein, parce que on n'a pas toujours le choix en matière de TVA. Mais là, par exemple, prenons l'exemple de l'immobilier sur la location d'immeubles nus, par exemple. Il est possible de ne pas être à la TVA. On peut, enfin, de base, normalement, on est exonéré de TVA. Simplement, on peut opter pour la TVA. Et donc, dans les tiers-lieux, quand il faut se poser la question de savoir est-ce que la structure de moyens qui porte l'immobilier doit être à la TVA ou pas, on se retrouve dans les 2 schémas que vous voyez, celui du milieu et celui tout à droite. En fait, il y a un choix à faire. Si la structure de moyens opte pour la TVA, l'avantage, c'est que tous les frais qu'elle va engager, et notamment sur des projets de tiers-lieux, des fois, il y a des travaux très importants avec des budgets qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Et dans ce cas-là, sur 1 million d'euros de budget, forcément, la TVA, c'est 200 000 euros. Donc, c'est pas anodin. Et donc, se pose la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux que la foncière, la structure de moyens, puisse déduire cette TVA, sachant que peut-être que certains de ces parties prenantes, ensuite, ne pourront pas la récupérer, parce qu'en gros, si la structure de moyens opte pour la TVA, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir la déduire, ça veut dire qu'elle-même, dans les prestations qu'elle va vendre, et par exemple, si c'est des loyers, si elle met à disposition de l'immobilier, elle va devoir collecter de la TVA sur les loyers qu'elle facturera à ses membres. Et si les membres, par exemple, c'est des associations qui sont exonérées, elles ne pourront pas récupérer la TVA. Et donc, en gros, ça va augmenter de 20% le coût de leur loyer. Donc ça, c'est le cas du milieu sur le dessin. Et à l'inverse, une structure de moyens qui décide finalement de ne pas opter pour la TVA et là je parlais d'une foncière, donc une foncière qui choisirait de ne pas opter pour la TVA. Certes, du coup, elle va pas imposer il n'y aura pas de TVA en plus sur les loyers qu'elle va pratiquer auprès des structures utilisatrices. Par contre, la structure de moyens ne pourra pas récupérer la TVA
qu'elle supporte sur les travaux, par exemple, qu'elle réalise ou sur les services qu'elle achète pour le compte de tous. Donc ça, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut regarder dans chaque projet, déjà, quel est le nombre de structures, de parties prenantes qui sont exonérées, celles qui sont à la TVA. Il faut regarder ensuite quel est le montant de TVA déductible espéré. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Et là, l'idée, c'est juste que vous ayez des premiers éléments de réponse avec ces visuels-là. Et enfin, du coup, ce que je vous propose, c'est, désolé, je le fais au pas de course, hein, c'est qu'on aille directement à la slide 37 pour vous montrer juste maintenant sur des modèles juridiques classiques de tiers-lieux, donc avec des structures de moyens et des fonds, ou des foncières ou des structures d'animation. Donc là, le cas le plus facile et le plus typique, c'est d'avoir une structure dédiée à la gestion des équipements collectifs qui profitent à tout le monde et dans lequel on met souvent une gouvernance démocratique et qui impose, comme c'est elle qui, à travers les baux qu'elle conclut avec les différents utilisateurs du site ou les contrats de prestation de services, par exemple de mise à disposition de location d'espace de travail qu'elle met à disposition, à travers la relation contractuelle qu'elle va avoir avec chacune des parties prenantes, elle va imposer peut-être un cahier des charges avec des clauses environnementales ou des clauses sociales. Donc ça, c'est un schéma hyper classique. On peut même espérer que la foncière aille chercher des investisseurs extérieurs. Sur ce type de montage-là, on va plutôt avoir des foncières à vocation patrimoniale ou plutôt des sociétés commerciales pour que en fait, les membres qui la composent puissent profiter quelque part de la valorisation qui pourrait être générée. Un autre cas de figure, ça, c'est la slide juste après, c'est à peu près la même. Des fois, dans certains tiers-lieux, en fait, on distingue la structure qui va porter les moyens à l'immobilier de la structure qui va être chargée de l'animation. Des fois, il va y avoir une petite asso qui va être créée au milieu et qui va juste faire de l'animation parce qu'on peut espérer avoir des subventions spécifiques, par exemple de la mairie ou des choses comme ça, qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, sur la structure foncière qui porte l'immobilier. Bon, c'est une petite variante, là encore, ça dépend du projet. Et puis, sur le slide d'après, on peut voir un autre schéma où là, on a des tiers-lieux qui sont très orientés à intérêt général, avec vraiment un modèle économique hors marché, hein, où on peut vraiment démontrer qu'on respecte la règle des 4P sans problème, qui collecte du coup des dons, des subventions, etc. Et qui, elle, va porter l'immobilier, les équipements communs, etc. Et dans le cadre d'un secteur lucratif, va vendre soit de la mise à disposition de locaux, soit de matériel, soit rendre des services à ses membres, mais de manière accessoire dans le cadre, par exemple, secteur, d'un secteur lucratif. Donc là, c'est l'hypothèse d'une sectorisation fiscale. On peut aussi imaginer, si jamais ça prend de l'importance, que l'association crée une filiale qui gère toute cette activité de sous-location et de prestation de services. Mais le but dans ce type de schéma, c'est que l'intérêt général soit garanti, c'est-à-dire que le contrôle de l'ensemble des lieux, des outils communs, etc., soit bien entre les mains de la structure non lucrative qui n'a pas aucune visée spéculative et qui vise toujours l'intérêt général. Et puis enfin, il y a un cas, on va dire un autre cas, grand cas typique de tiers-lieu, qui est moins facile à mettre en place. Donc, c'est la slide 40, je crois que c'est celle juste après, voilà, qui est les tiers-lieux qui fonctionnent sans structure commune, où il n'y a pas de toutes les parties prenantes qui appartiennent enfin, qui ont tout organisé au sein d'une structure qui porte de manière très claire l'immobilier ou les équipements ou les services qui profitent à tous, où chacun, en fait, apporte un petit peu à l'ensemble. Donc ça, c'est des schémas contractuels un peu plus compliqués à mettre en place, c'est des groupements de faits ou ce qu'on appelle aussi des contrats de consortium, où c'est de la dentelle, hein, c'est telle partie prenante rend tel service pendant que l'autre partie prenante apporte ceci ou cela. Enfin, c'est beaucoup plus délicat à mettre en place.
Ça permet une plus grande autonomie des modèles économiques de chacun, mais ça rend peut-être un peu plus lourd la gestion collective et l'identification de qui a droit à quoi. Souvent, en plus, il y a il y a quand même certains biens ou certains droits qui vont devoir être complètement mutualisés. Je pense par exemple à une marque commune ou parfois carrément de l'immobilier commun, où là, il va falloir mettre en place des contrats d'indivision avec les codes-parts que chacun a dedans et donc du coup, les droits que chacun a le droit d'en retirer, et la contribution que chacun doit verser à l'indivision. Donc ça, c'est des schémas un peu plus complexes à mettre en place. Ça pose aussi tout un problème sur les subventions, subventions publiques, puisque normalement, on ne peut pas reverser une subvention auprès d'autres membres quand on en a reçu une. Donc, soit il faut s'arranger avec le financeur public en disant: «Attendez, il y a une quote-part de ma subvention que je vais reverser aux autres parties prenantes du tiers-lieu», soit il faut passer par des contrats de sous-traitance, et cetera. Donc ça, c'est des schémas qui existent aussi et qui sont plus difficiles, enfin moi en tant que juriste, à mettre en œuvre, parce que, ça nécessite d'être très précis, d'avoir tout prévu. Voilà, je crois que j'ai réussi à faire le tour en dépassant un petit peu mon temps, mais ça va. Plus que le tour, je crois. Merci beaucoup, c'était hyper, instructif. On vous enverra si je ne me trompe pas, la présentation, ça vous permettra de revenir un peu en détail et puis, on se permet de vous recommander, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, les JCOP. Pour rappel, vous avez, si je ne m'abuse, aussi travaillé sur la première étude juridique un peu d'ampleur sur les tiers-lieux sur Juriste Embarqué. Je Oui, crois tout que à vous fait. avez contribué aussi, là-dessus. Hem, on a un temps très court pour, les questions puisqu'il y a encore, 3 études de cas à présenter, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant qu'elles arrivent, j'en ai une. Hem, sur la filialisation, enfin que ce soit c'est pas trop sur la filialisation, mais quand on a plusieurs entités qui vont gérer, l'une, les services, l'une, l'immobilier et qu'on a notamment des entités qui sont, intéressées et d'autres pas et qu'on sait que souvent on a des collectifs de base qui sont assez étroits. Donc vous avez 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes. Est-ce qu'on court pas un risque, de requalification à un moment donné? Parce que si, voilà, je sais pas, je suis gestionnaire d'une entreprise, que je crée une association dont, le gros de la finalité est quand même, très proche, de l'objet de mon entreprise, que j'en suis aussi, le président. J'imagine qu'à un moment donné, ça pose des questions donc, est-ce qu'il faut aussi cloisonner les personnes qui ont la gestion des parties désintéressées, des parties intéressées? Ou alors est-ce que, l'administration est assez souple par rapport au fait que voilà, on ait des activités différentes mais, des fois dirigées par les mêmes personnes? Alors l'administration fiscale n'est pas souple du tout, pas du tout. Elle est très rigide, très conservatrice et c'est pour ça que j'étais obligé d'aborder la fiscalité avec ma petite pyramide et que j'ai insisté sur la gestion des intéressés, sur le problème des relations privilégiées parce que ça, c'est un grand classique en matière de tiers-lieux et effectivement, ma préconisation dans ce cas-là, si on a vraiment besoin de garantir l'exonération d'impôts commerciaux et le mécénat, c'est que les personnes qui dirigent la structure qui sera chargée de cette activité-là soient vraiment différentes des personnes qui dirigent les activités lucratives qui profitent en fait, du lieu. Donc oui, là, dans ces cas-là, il faut vraiment scinder les personnes. OK. Ça c'était ma question. Est-ce qu'il y en a ou à l'oral ou dans le chat, j'en vois pas pour l'instant. On en a une sur les EPCC et donc établissement public de coopération culturelle. Pensez-vous qu'une structure, en EPCC soit pertinente pour un tiers-lieu culturel? Hem, alors, bah, on est dans du droit public, hein, sur les EPCC, c'est du droit public, c'est des établissements publics. Ça peut se bi j'ai envie de dire oui, enfin la un c'est comme chaque projet.
a ses propres caractéristiques, a ses propres objectifs, son propre modèle économique. Un EPCC, par exemple, qui sera financé avec de l'argent public, ça peut être pertinent au moins pour le modèle économique, c'est-à-dire que ça permet de pérenniser le projet culturel. Après, faut voir dans quelle mesure on sera encore dans un tiers-lieu, enfin, quelles seront les activités complémentaires et comment ça pourra interagir avec cet EPCC. Mais oui, un EPCC en soi, pour un tiers-lieu culturel, ça, je vois pas de… Sur le principe, c'est tout à fait possible et ça peut être pertinent, ouais. Je pense à, si je ne m'abuse, c'est la condition publique à Roubaix qui a choisi ce modèle-là, Mmh. avec une problématique qui nous indiquait, c'est le temps de construction d'un EPCC. Oui. Eux, ça leur a pris 2 ans en tout cas. Non, mais ça prend Donc, du temps et puis surtout après, c'est le contrôle, enfin c'est la perte de contrôle quelque part du projet, puisque du coup c'est public et donc faut voir, enfin les fondateurs n'auront pas, s'ils sont, sauf si c'est des élus, si ce sont des élus et qui sont à l'origine du projet, etc., bah, ils auront l'impression de contrôler le projet, mais sinon un établissement public, il est contrôlé par des personnes de droit public, quoi. Donc ça, il y aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour les fondateurs, enfin pour ceux qui sont à l'initiative. si je ne me trompe pas, il est aussi soumis à une partie, je crois pas exactement de la même façon, mais des règles de la commande publique dans Oui, ses ah bah achats oui, de ah bah services, de complètement, bien sûr, prestations. bien sûr. Oui, oui. Non, mais par Donc il contre, est aussi soumis au même ça tempo exactement. d'action. Non, non, effectivement, bah, et puis il est soumis à des délibérations. On tombe dans le droit public, hein. Donc, c'est pas, il y aura beaucoup moins de liberté d'action, d'initiatives possibles. Enfin, on perdra peut-être une dimension un peu démocratique. Enfin, démocratique, si, à travers les représentants des personnes publiques, mais dans la relation directe avec les citoyens, ça peut être un projet un peu différent, quoi, quand même. Mais c'est à… ce que moi, ce que je vois comme énorme avantage, c'est la pérennisation d'un modèle économique avec un EPCC. Eh ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée. J'en suis presque surpris d'ailleurs. Heu, mais très bien. Alors, les parties prenantes peuvent communiquer sous une bannière commune tiers-lieu tout en fonctionnant indépendamment les unes des autres en termes d'activité et de régime fiscal, au Oui, démarrage d'un projet. Donc j'imagine que ce que Caroline évoque, c'est l'idée d'une marque commune, avant même d'avoir, des services, des interactions, des interdépendances, plus fortes. oui, non, mais sans aucun problème. En termes de communication, là, on fait ce qu'on veut. On n'est pas sur une notion encore encadrée par la loi qui interdirait, par exemple, d'utiliser le terme tiers-lieu si jamais on ne répond pas à certaines conditions. Donc, aucune difficulté. Il faut juste être un tout petit peu prudent sur les personnes qui veulent travailler ensemble comme ça. Sur au moins avoir commencé à formaliser par écrit un petit peu entre elles sur comment elles imaginent les choses, sur les droits de chacun, sur cette marque commune ou sur ce projet commun, quoi. Parce que c'est après quand ça va commencer à se développer, qu'il va commencer à y avoir des tensions, que ça risque d'être compliqué si on n'a rien formalisé sur la manière dont chacun a le droit de… Bah, c'est le dernier, en fait, c'est un peu le dernier schéma que je vous ai présenté là, de l'indivision, quoi. On est un peu dans ce schéma-là. Si. Et bah, du coup, je vais sans plus tarder passer la main, à Magali. Donc Magali, tu coordonnes le SHED à Mhm. Reims et tu vas nous en parler. Bonjour, tout à fait. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. En plus, c'est une bonne transition parce que Emmanuel Sador, j'ai accompagné le SHED, hein, donc je pense que ça va lui parler ce que je vais raconter. Voilà. Alors, je vais tenter de partager correctement mon écran. Hop. C'est bon, vous voyez la présentation? Ah, je ne vous entends plus. Oui, C'est C'est bon, bon, c'est Jérôme, bon. vous voyez? Ok. ouais. Parce que du coup, je vois plus les participants, donc si à un moment il faut me couper, je vous laisse le faire vocalement.
Alors, le SHED, pour resituer le projet, donc le SHED, c'est un tiers-lieu artistique et culturel qui est installé à Reims, donc j'en suis coordinatrice. Alors, le projet, donc le lieu a ouvert en avril 2019. Donc, je vous ai mis quelques images pour que vous puissiez vous imaginer le lieu. On a 1500 m² de friche industrielle réhabilitée, un grand espace ouvert, puisqu'il y a des espaces de vie et un espace de production brassicole qui est totalement ouvert. Donc, un espace bar-restaurant, aussi avec un espace exposition, une terrasse qu'on peut exploiter sur la période estivale, un espace événementiel qui sert également d'espace culturel pour une programmation gérée par Jazzos, avec une programmation notamment axée sur le jazz et la musique afro-américaine, avec des concerts, des ateliers, des conférences, des projections. Donc on peut accueillir 142 personnes assises et on s'arrête à 250 debout pour assurer un confort. Donc le bâtiment est totalement équipé. Il y a également un disquaire qui est installé dans le lieu, la zone brassicole, et il y a des bureaux et 2 ateliers d'artistes. Donc en fait, pour resituer l'histoire, parce que ça explique aussi le montage du modèle économique qui s'est fait de fait, puisqu'à l'époque, on n'était pas sensibilisé à la démarche tiers-lieu, enfin, on n'était pas intéressé suffisamment au sujet, on va dire. Donc c'est la rencontre de Jazzos Productions, qui est une structure de production de spectacles de jazz, principalement musique improvisée à l'époque, maintenant aussi musique afro-américaine, et qui propose aussi un certain nombre de prestations de services au secteur du spectacle vivant. Sensis Brewing, qui est une microbrasserie, et les Synergies Créatives, qui était une agence de conseil en communication et fundraising dans laquelle j'étais à l'époque. Et suite à la rencontre du brasseur et de Jazzos Productions, on a monté un certain nombre de soirées qu'on appelait les bières social club dans des lieux éphémères. Donc on a monté 14 soirées et finalement qui ont été la préfiguration de ce qui est devenu le SHED par la suite. Donc, dans toutes ces soirées, il y avait toujours un apport culturel avec un concert, un DJ set, une exposition puisqu'on était dans des lieux bruts et que la ville de Reims manque de lieux d'accrochage, et puis un lieu qui nous permettait de déguster des bières qu'on ne trouvait pas, les crafts qu'on ne trouvait pas à Reims à l'époque. Et donc voilà, donc ces soirées sont montées. La rencontre avec le brasseur qui était en Belgique à l'époque et qui souhaitait se réinstaller à Reims et qui était en recherche de locaux. Donc, on a monté un certain nombre de soirées dans ces lieux éphémères qui nous permettaient de faire croiser nos différents réseaux, et finalement de constituer ce qui sera la future communauté du SHED, et ce qui nous a permis, dès l'ouverture, d'avoir une communauté très forte et des événements qui accueillaient plusieurs centaines de personnes. Donc voilà, on a monté ces soirées sans trop savoir à quoi ça allait nous amener, sachant que Jazzos était dans un espace de coworking qu'il gérait à l'époque. En 2018, le brasseur trouve un espace de 1500 m², une friche industrielle, qui est totalement à réhabiliter, qui était à l'abandon depuis seulement quelques années. Donc ça a été racheté, ça c'est important, par un propriétaire foncier qui s'appelle la SCI du Château. Et la SCI du Château, en fait, est une SCI familiale qui est détenue par la famille du brasseur. Donc le bâtiment a été totalement réhabilité, réaménagé, et les aménagements qui ont été réalisés ont été faits en concertation avec Jazzos Productions, dans l'optique que Jazzos, à côté de la brasserie, gère le projet culturel du futur lieu, qu'on n'appelait pas encore tiers-lieu à l'époque. Donc du coup, des aménagements ont été faits en termes de bureaux, en termes d'espace de lieu de vie également. Le bâtiment a été inauguré en 2019 et ouvert au public en avril 2019, avec 5 premières structures résidentes permanentes, et puis a continué à se développer. Et le fait d'aborder ce projet vraiment en tant que tiers-lieu s'est fait en 2021, après 6 mois d'études et de réflexion sur la notion de tiers-lieu, et pour voir que ça correspondait réellement au projet qu'on souhaitait mener dans cet espace, dans ces 1500 m². Aujourd'hui, on accueille 24 000 usagers par an, le lieu ouvert au public du mercredi au samedi et 7 jours sur 7 pour les 6 résidents permanents. Donc en fait, c'est un modèle qui est basé sur la mutualisation et la coopération, puisque dès le départ, on était tous convaincus que cette grande colocation était bien plus que ça, et il nous permettait de mutualiser nos moyens et nos réseaux et de générer de nouvelles synergies. Donc la relation au foncier, c'est un élément qui est important aussi par rapport aux conséquences sur le modèle économique du tiers-lieu. Le propriétaire foncier, comme je le disais tout à l'heure, c'est la SCI du Château, qui est la famille du brasseur, très clairement. Et ensuite, tout le monde a un bail. Donc les 6 résidents permanents ont un bail.
des baux commerciaux, donc c'est le cas de Sensis Brewing qui est la microbrasserie, le Terminus qui est le bar-restaurant qui est installé, et la production rémoise qui est une entreprise individuelle qui occupe un espace d'atelier d'artistes. Un autre résident permanent, donc Jazos Productions, qui porte le projet tiers-lieu, a un bail commercial, mais un bail commercial avec un loyer minoré qui inclut la mise à disposition d'espace du fait des apports de Jazos Productions au projet dès son origine. Et ensuite, on compte 2 baux précaires au vu des activités qui restent fragiles, celle du disquaire indépendant qui est My Little Sound Shop et celle de César qui est un street artiste qui occupe un des 2 ateliers d'artistes. Donc ça, c'est pour visualiser la répartition des espaces qui sont partagés et qui permettent de mener à bien les différentes actions portées par le tiers-lieu. Sachant que cet espace, entre la zone brassicole et la zone exploitée à la fois pour tout ce qui est activité de programmation culturelle, c'est un espace qui est ouvert. Donc, en fait, il y a quand même une question de nuisance entre les deux. On verra tout à l'heure que ça a aussi une interaction sur les modèles économiques de chacun des résidents et plus largement du tiers-lieu. Et puis, un espace aussi, cet espace commun, finalement, est aussi partagé par le bar-cantine. Et peut être utilisé aussi dans le cadre d'expositions. Donc, en fait, le principe d'avoir cette grande colocation de 6 structures préexistantes, en fait, c'est ça qui a fait la force du modèle du Shed dès le départ. C'est que certes, la potentialité d'un espace de 1500 m² exploité, mais exploité par 6 structures qui étaient déjà préexistantes et qui existaient et qui avaient déjà trouvé leur modèle économique. Donc, toutes ces structures avaient 10 à 20 ans d'existence, un modèle économique principalement basé sur l'autofinancement et pour Jazos sur une partie de subventions publiques également. Donc, chacun des membres du consortium est arrivé avec un certain nombre d'apports mis à disposition du projet du tiers-lieu. Donc, pour le brasseur, ça a été de l'apport d'unités de production, de matériel de stockage, de l'ingénierie en artisanat, en zytologie, tout ce qui a trait à la bière, et sur la transition énergétique. Le bar-restaurant, naturellement, a apporté toute la structure d'un restaurant avec une cuisine professionnelle, un mobilier de restauration, un espace bar, un espace détente, et aussi un apport en ingénierie sur des questions de gastronomie et de développement durable. Quant à Jazos Productions, donc, comme je disais tout à l'heure, son loyer était minoré puisqu'apportait une grande partie d'apports techniques et en ingénierie, un apport en matériel avec tout un dispositif de matériel scénique, dont une partie a été prêtée par un partenaire philanthrope, une entreprise de matériel scénique qui nous a mis à disposition tout ce qui était structure scène. Donc ça a été un vrai levier aussi, grâce au réseau dont disposait déjà Jazos depuis plusieurs années. Donc Jazos est arrivé avec du matériel son, matériel lumière, des chaises, un piano, un instrumentarium, et puis tout un système, toute une compétence en ingénierie, de prestation de services, de production, de diffusion et de programmation culturelle. Donc ça a permis d'arriver avec toute une structure qui pouvait assurer la partie animation du tiers-lieu. Le disquaire, lui, est arrivé avec un apport en support culturel, puisque son fonds de disque est régulièrement mis à contribution pour des événements, et puis propose un certain nombre d'animations culturelles liées au secteur du disque. Et les 2 artistes résidents permanents, eux, ont un apport en ingénierie sur du commissariat d'exposition, qui est un des thèmes développés par le tiers-lieu artisanal et culturel. Donc voilà pour la question des apports, ce qui a fait que le lieu a été mis en action très rapidement, et il y a eu très rapidement une offre de services. Chaque structure, comme je le disais, avait déjà son modèle économique et du coup ses propres revenus. Donc avec un système de financement à 100% pour chacun, sauf Jazos Productions qui est structuré sous forme de scope et qui, en plus de ses 63% d'autofinancement, a une capacité à lever 27% de financement public, notamment pour des programmations culturelles. En plus de tout ce modèle qui arrivait, l'implantation de ces 6 structures préexistantes pérennes a permis aussi d'avoir des ressources humaines mises à disposition du projet du tiers-lieu. À l'heure actuelle, on compte 14 ETP qui travaillent au Shed, plus du personnel qui vient ponctuellement, type personnel de sécurité, technicien du spectacle, des artistes, et une association aussi travaille avec le Shed, qui est l'association UJazz, qui intervient
les soirs de concert ou sur les temps culturels. Donc ça, c'est une modélisation qui a été faite pour donc expliquer le modèle économique sur lequel se base le SHED. Donc des apports qui viennent des 6 résidents permanents, qui ont donc chacun leur propre modèle autonome, une association de bénévoles qui vient en renfort, des partenaires qui abondent au projet aussi bien sur des apports en numéraire, en compétences qu'en nature, un propriétaire foncier et une copropriété, puisque l'extérieur est géré par la copropriété, puisque le chai se trouve dans une copropriété de 3 lots, avec des voisins avec qui tout se passe bien. Donc forcément, pour développer le projet de tiers-lieu, au-delà des activités qui étaient déjà mises en place par les 6 résidents permanents, on a eu besoin de lever des fonds pour éviter de cannibaliser nos activités propres, ce qui a été rapidement le cas. Donc, on a levé un certain nombre de fonds et aujourd'hui, le budget qui est dédié au tiers-lieu est d'environ 115 000 €, sachant que les budgets cumulés de tous les résidents, on est à l'heure actuelle à plus de 2 millions d'euros de budget. Et donc, pour le tiers-lieu, 115 000 € de financement, de fonctionnement et 30 000 € d'investissement. Les ressources principales du tiers-lieu sont une partie de subventions, des privatisations, des prestations de conseil, de la billetterie et des partenariats privés. Et sur les postes de dépenses, on va retrouver le poste de coordinateur de tiers-lieu, des intervenants qui sont mobilisés pour les actions, des investissements qui sont faits sur des prestations de communication, de conseil et d'aménagement principalement. Sur le fonctionnement, nos partenaires sont principalement la région Grand Est, la NCT. On a des actions aussi dans le cadre de contrats de ville. Et puis donc, on reste 35% d'autofinancement pour ce budget dédié au tiers-lieu. Et pour les investissements, on est sur une notion de 50-50. Alors, comme disait Emmanuel tout à l'heure, là, on est plutôt sur un modèle qui est du ressort de la dentelle, et du coup, qui reste fragile, du fait des nombreuses interactions. Donc, les avantages qu'on a eus dès le départ, c'était la mutualisation des moyens techniques et des compétences qui nous ont permis d'accéder à des économies d'échelle et surtout à des développements très rapides du projet. Alors, certes, un effet levier qui a été fondamental pour l'ensemble des activités du lieu, des synergies entre les clients et les partenaires externes, l'identification par des partenaires publics et notamment sur des appels à projets qui nous ont permis d'élever de fonds. On garde une certaine souplesse dans les modèles économiques propres à chaque activité. Donc, chacun garde les leviers qui sont spécifiques à son activité et à son fonctionnement. On a la possibilité de répondre à des prestations 360 pour des privatisations. Et puis, sa dynamique aussi nous a amené à un travail d'acculturation au mouvement des tiers-lieux, et ce, pour l'ensemble des résidents. Par contre, les principaux inconvénients, c'est la nécessité de contractualiser au plus précis les relations entre les membres du consortium, puisqu'on reste encore actuellement sous forme de consortium. Les liens fonciers qui restent très forts pour le développement des projets du tiers-lieu et qui, à l'heure actuelle, sont un frein au développement du tiers-lieu, puisqu'un certain nombre d'investissements sont nécessaires et sont à l'heure actuelle bloqués pour des questions de relations avec le propriétaire foncier. On se retrouve aussi avec des développements économiques de chacun des projets. Et la question est, quel est le projet prioritaire sur l'autre pour des questions d'aménagement ou de développement? Donc la question, c'est de prioriser ces développements et de répondre à la difficulté de lancer des projets malgré l'existence de financement. Et on a aussi un certain nombre d'interactions indirectes entre les différents modèles économiques représentés, comme je le disais tout à l'heure. Et une grosse question reste aussi, que se passe-t-il en cas de départ d'un résident et dans l'impact que ça peut avoir sur le projet de tiers-lieu et sur les autres activités. Imaginons que demain, l'activité bar-restaurant soit proposée en sous-traitant, il pourrait très bien imposer au projet culturel de revoir sa copie également. Voilà, j'ai tenu dans les temps. Merci beaucoup, Magali. J'espère que c'était clair. Ouais. Alors après, le modèle, voilà, à 6 structures reste compliqué. On a demandé un accompagnement d'Emmanuel, justement, par rapport à cet aspect dentelle qui reste très compliqué à gérer.
puisque ça veut dire beaucoup de contrats entre les différentes parties prenantes. Par contre, ce modèle a permis un amorçage du projet qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et sur un projet qui a été un projet de tiers-lieu de fait au départ, et qui s'est avéré être un tiers-lieu, et qui travaille ces modèles futurs dans ce sens-là. Donc on va dire que c'était un cas d'école. Mmh. Alors, en sachant, je vous préviens tout de suite qu'on va un peu déborder des 15h30 annoncées pour la fin. Mais peut-être se laisser quand même quelques minutes si vous avez des questions, des remarques, donc comme avant, soit à l'oral, soit par écrit. Quels moyens existent pour protéger le consortium de départ? Ah oui, du coup, quand tu donnais cet exemple de, Ouais. l'activité de bar-restaurant qui pourrait sous-traiter, je crois que la question se partage entre toi et Emmanuel. Ouais, en fait, la question, on aurait dû se la poser dès le départ, en fait, et si sur un contrat multipartite, d'indiquer les choses. On l'a anticipé sur le cas du bureau de Jazzus, où à l'époque, je sous-louais une partie du bureau, et on s'est mis d'accord que si j'arrêtais mon activité, la personne qui reprendrait l'activité serait forcément liée au spectacle vivant. Donc, le propriétaire était protégé pour mon bureau. Par contre, nous, à l'heure actuelle, on n'est pas protégé en cas de départ. Et même si le brasseur, demain, vient une entreprise de réparation de pneus, c'est pareil. Enfin, on n'a pas de garantie. Pour l'instant, le contrat est moral entre nous. Et tu parlais du risque, ça veut aussi dire parce que là, par exemple, le propriétaire, mettons, tu parlais du départ d'un résident, tu as un résident Ouais. qui part, qui est remplacé au bout de 3 mois. Pendant 3 mois, ça génère un reste sur les loyers et les charges, qui j'imagine ont été divisés, entre vous avec un montant que chacun s'est engagé à payer. Est-ce que ça veut dire que c'est le propriétaire qui, essuie, la perte? Ou alors est-ce que ça veut dire que ça se répartit entre les autres résidents qui ne l'avaient pas forcément, anticipé? Alors, du coup, c'est l'avantage quelque part, parce que le risque sur le foncier est porté par le propriétaire foncier, enfin par la SCI, pas par nous. Donc, s'il y a une vacance de local, ça n'aura pas d'impact sur notre activité. Tout dépend quel est le local sur lequel il y a une vacance. Jusqu'ici, on travaille en bonne intelligence aussi, parce qu'on a bien compris l'intérêt qu'on a les uns à travailler avec les autres. Lorsqu'il y a eu il y a eu plusieurs changements déjà en Chède depuis le départ. L'activité de restauration était assurée par un food truck qui a changé de région, qui s'est sédentarisé aux Chênes. Et du coup, c'est pour ça que le terminus, en fait, est géré en partie par la microbrasserie, qui souhaitait justement ne pas mettre en gérance cet espace et pouvoir préserver l'activité culturelle dans le lieu, garder l'esprit initial du projet. De la même manière, le disquaire s'est installé dans un espace qui au départ était réservé aux brasseurs et qui a vu l'intérêt aussi d'implanter une activité culturelle qui répondait aux différents critères du tiers-lieu. Et tout ça a été mis en débat au niveau aussi de la gouvernance. L'espace dans lequel est César, le street artiste, historiquement, c'est un architecte qui est installé. Quand il est parti, on s'est posé la question de qui reprend cet espace. Donc César est venu faire une résidence au Chad et mutuellement, on a décidé de réaffecter cet espace pour en faire un atelier d'artiste. Donc ça veut dire que quand tu parles de gouvernance, c'est une gouvernance de fait puisqu'il n'y a pas de structure faîtière, Non, on est vraiment en consortium et c'est pour ça qu'on avait aussi sollicité le cabinet Legicop dans le cadre d'un DLA pour voir les différentes options qui s'offrent à nous pour travailler sur une structure, la création éventuelle d'une nouvelle structure qui nous permettait de cadrer tout ça. Aujourd'hui, on est dans d'autres problématiques. Le projet se développe énormément, dans un quartier qui se développe énormément aussi. Donc là, il y a d'autres questionnements qui arrivent et qui viennent encore plus complexifier la réflexion, mais enfin, qui sont positives, hein. Enfin, tout ça, c'est que du plus pour la ville. OK, je te laisserai répondre, à Océane, si tu connais la réponse, dans Ah, le chat et je le, vais passer le ça. je passe la main, à Julie pour la Grenze. Donc toi tu coordonnes, ou tu co-coordonnes d'ailleurs, je ne sais plus. La Grenze qui est une terrasse, culturelle, à Strasbourg. Oui, alors du coup, la Grenze, on est dans une friche de la SNCF depuis 2019.
On est une terrasse culturelle / salle de concert. On a une activité, alors du coup, de bar, petite restauration avec 280 places en extérieur. Une salle de concert et bar à l'intérieur, 250 places. On a une programmation à nous, mais l'idée, c'est aussi d'ouvrir la programmation aux autres assos et aux labels sous forme de carte blanche, parce qu'à Strasbourg, on manque de lieux un peu indépendants. Et l'idée de la Graine, c'était vraiment d'avoir un lieu de diffusion artistique, culturelle et sociale pour y accueillir des projets citoyens, des artisans, des porteurs de projets. Et on a aussi tout un volet d'ateliers, d'échanges de savoir, d'initiation sportive et qui réunissent une centaine de partenaires locaux. Alors, la spécificité de la Graine, c'est qu'on est ouvert que 3 mois dans l'année, en saison estivale, parce que pour l'instant, on est régi par le plan local d'urbanisme, donc en zone d'activité ferroviaire. Voilà. Donc pour l'instant, on est ouvert que 3 mois dans l'année. Pour vous donner quelques chiffres, on accueille en 3 mois 20 000 personnes. Et pour un budget fonctionnement prévisionnel en 2023 aux alentours de 250 000 euros, dont 85% d'autofinancement. Alors, le contexte et l'histoire de la Graine, c'est qu'on avait ce projet. On a rencontré la SNCF le tout début janvier 2019. Ils nous ont fait visiter le lieu. On est allé rencontrer la mairie 15 jours après pour leur présenter le projet, puisque nous, on parlait du projet à N+1 pour avoir un peu le temps justement de réfléchir à la structuration, au modèle économique, à comment est-ce qu'on allait lever des fonds pour le lieu. Et l'élu de quartier nous a clairement poussé au cul pour qu'on ouvre 3 mois après. Et du coup, nous, on était un peu foufou. On a décidé de se lancer dans l'aventure. On est allé voir des lieux similaires en France pour rencontrer des personnes et échanger sur comment ils avaient monté leur projet, qu'est-ce qui avait marché, pas marché, leur modèle économique. Un retour d'expérience qui a été vraiment très enrichissant. Ça nous a permis vraiment d'avoir des conseils pour ne pas se vautrer sur le montage financier. Les personnes et les lieux qu'on a rencontrés ont été ultra transparents. Ça a été vraiment, vraiment très, très chouette. Voilà, du coup, c'était vraiment très important d'accéder à un réseau, de partager avec nos pairs et puis de monter une espèce de synergie entre les projets. Alors, pour le démarrage du projet, on a eu un tout petit peu de soutien de la ville pour les travaux, un tout petit peu de soutien du département et un tout petit peu de soutien de la région. On a fait à peu près 100 000 euros de travaux et d'investissement parce que c'était une friche complètement nue, sans électricité, sans eau, sans mur, sans rien du tout. On a eu pas mal de petites surprises au gré du chantier. Voilà, et donc du coup, c'était un vrai pari parce qu'en fait, on n'avait aucune légitimité. La Graine, c'était pas du tout connu. Il fallait vraiment qu'on aille frapper aux portes et rencontrer les élus et les financeurs pour leur faire croire au projet. Nous, les 4 fondateurs, on était 4 à la base, on venait tous de 4 milieux différents, donc on avait quand même un bon réseau et une bonne expérience. Moi, je viens de la musique et de la culture. Thibaut, lui, vient de tout ce qui est médiation culturelle. Élise venait du monde de la restauration et Fabien venait du monde justement de l'administration et de porteurs de projets culturels. Donc, pour réunir les 100 000 euros, on allait chercher plein de ressources différentes. Déjà, les bénévoles, parce qu'on a fait du chantier participatif pour faire les travaux, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer des entreprises ou des artisans. Donc, on a tout appris sur le tas. Donc, maintenant, on sait faire de l'électricité, du parpaing, de la menuiserie. Partenariat privé avec un brasseur Météor qui a cru dans notre projet, qui nous a fait une avance sur remise. On a fait du prêt personnel avec les membres fondateurs. On a fait de l'avance de trésorerie avec France Active et du prêt bancaire. Voilà, la création du premier budget prévisionnel et du plan de trésorerie, ça a été vraiment très compliqué. Parce que d'une part, on avançait dans les travaux un peu à l'aveugle au gré du chantier, avec des surprises et forcément des dépassements. Et de l'autre côté, pour convaincre les soutiens financiers,
il fallait prévoir, enfin anticiper, imaginer la fréquentation du lieu, le panier moyen. C'était assez compliqué, assez risqué. Voilà, mais on s'en est plutôt bien sorti. Donc 2019, première édition, 2020, seconde édition, mais sous Covid. Et en 2021, à la sortie du Covid, on a compris qu'on était limité dans la comptabilité parce qu'on faisait tout nous-mêmes. Et le chiffre d'affaires du bar faisait qu'on s'en sortait vraiment plus. Enfin, voilà. Donc, on a décidé en 2021 d'aller voir un cabinet comptable pour tout reprendre depuis 2019. Voilà. Petit conseil pour le cabinet comptable, renseignez-vous avant, prenez quelqu'un qui connaît votre secteur d'activité parce que ça vous mettra plus à l'aise et il pourra répondre vraiment spécifiquement par rapport à votre secteur. Nous, on s'était renseignés auprès des copains dans les milieux culturels d'à Strasbourg pour avoir des conseils par rapport au cabinet comptable. Voilà, donc après qu'on ait mis la compta à jour en 2021, on allait dire bonjour aux services fiscaux. Et donc, du coup, assujettissement à la TVA, impôts commerciaux, on n'avait vraiment pas le choix. Mais on a réussi du coup à récupérer la TVA sur tous les investissements qu'on avait fait en 2019. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Et ça nous a permis, fin d'année 2022, de faire une demande de rescrit fiscal auprès des impôts. Donc après une longue étude de nos activités, j'avais vraiment tout détaillé dans le dossier. On a reçu l'autorisation du coup d'émettre des reçus fiscaux, donc de faire du mécénat, mais uniquement sur la partie concert. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, dans notre compta, nous, on a décidé de vraiment bien séparer chaque activité. Fonctionnement, bar, concert, cantine, activité, chantier, etc. Ça nous permet de suivre nos dépenses, mais surtout d'établir un bilan de chaque sous-activité en fin de saison. Calculer le prix moyen de la billetterie, le panier moyen des personnes qui passent, le panier moyen pour la salle de concert. Et du coup, toutes ces données nous permettent à la fin de suivre l'évolution de notre budget et donc de notre modèle économique année après année. Au niveau des aides, on a du fonctionnement avec la ville et le département. On a des fois de l'investissement selon les années. On fait un peu de contrat de ville. On répond à des appels à projets, donc sur des projets spécifiques. Ça peut être collectivité publique, fondation et banque. Ça aussi, c'est très important de faire de la veille. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super important de se renseigner sur les appels à projets ou les AMI qui peuvent exister pour compléter les possibilités de financement. On fait de la privatisation, on fait du coup du mécénat, on fait beaucoup de récup pour les aménagements. On va relancer du crowdfunding dans les prochains mois et on récupère aussi des dons sur place pour l'asso. Donc la Graines a trouvé son modèle économique. La bière, en fait, ça fait vendre. Du coup, en vendant de la bière, ça permet de financer, de payer les salaires et toutes les activités, on va dire, sociales et culturelles qu'on développe. On ne se ment pas, on sait très bien que notre activité du bar, elle est vraiment lucrative. Mais du coup, voilà, on est obligé de raisonner en tant qu'entreprise par rapport à ça. Mais cette partie bar, ça nous permet vraiment de poursuivre l'idéal et l'essence du projet de la Graines à côté. Voilà, sachant que les collectivités et puis, vont s'engager de moins en moins dans la culture dans les prochaines années. Donc, il faut trouver une autre porte de financement. Et pour la suite, on est en pleine réflexion d'évolution du projet, de pérennisation d'un possible consortium. Du coup, on va réfléchir à l'évolution de statut, de la structuration, du statut juridique, de la gouvernance. Et donc là, on va sûrement entamer dans les prochains mois un DLA. Voilà. Merci Julie. J'ai vu quelques questions dans le chat, mais si ça te va, parce que je veux pas trop qu'on dépasse, je te laisserai y répondre. Je crois qu'il y en a une qui n'est pas répondue dans le chat directement. Et merci beaucoup en tout cas. En plus, c'est assez intéressant, moi, ce que tu dis sur le rescrit fiscal, par exemple, le fait que vous ayez quand même réussi à l'obtenir alors qu'il y a une partie quand même conséquente de votre activité qui est lucrative, je trouve ça assez intéressant.
Il y a Oui, une Emmanuel. exception, dont j'ai pas parlé avant, justement, en matière de spectacle vivant, où on peut être fiscalisé. Si on est d'intérêt général, on a le droit d'être éligible au régime du mécénat. Donc, c'est dans cette exception-là qu'ils sont. D'accord. Et je passe tout de suite la main, en te mettant pas la pression Thibaut pour le temps, mais un peu quand même. Je te passe la main pour, nous expliquer, la façon dont vous montez. Alors Pixine, c'est un projet transitoire C'est existant ça. et un projet, plus pérenne qui va s'installer, sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est ça. Moi, je vais tâcher de respecter, mais en plus, j'ai une présentation en 2 parties, moi, alors, bon, tu me fais des alertes si je déborde. Ça marche. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui? OK, Oui. super. Donc c'est ça. Comme j'ai dit, effectivement, moi, je vais vous présenter le projet Pexine plutôt sur la partie fonctionnement et le projet de la locomotive sur l'investissement. Donc le projet Pixine, donc pour commencer, nous on a un tiers-lieu de préfiguration qui est situé à Poitéron dans les Ardennes, donc complètement différent des 2 projets présentés précédemment, dans le sens où Poitéron, c'est une commune de 890 habitants, située dans une Comcom qui doit avoir 22 000 habitants pour 94 communes, donc on est à peu près à 200 habitants par commune, donc c'est extrêmement rural. Et c'est un projet tiers-lieu donc qui est né en 2018, pour revenir un peu sur la genèse, la rencontre en fait entre la commune qui a fait une enquête publique sur les nouvelles formes de lien social pour les habitants et la Fédération Famille Rurale, qui répondait à un projet portail, donc un financement européen pour expérimenter les tiers-lieux en territoire ruraux, donc entre 2019 et 2023. Donc le tiers-lieu de préfiguration est aujourd'hui porté par une association famille rurale locale assez important dans le sens où elle gère des centres de loisirs, des accueils périscolaires, des crèches, etc. Donc le tiers-lieu de préfiguration, aujourd'hui, c'est une brique. C'est une brique en plus dans les activités de l'association. Voilà, donc quand il y a eu les enquêtes et l'expérimentation portail, il y a eu un besoin on a senti la nécessité, la volonté d'ouvrir un tiers-lieu sur la commune. On a voulu le faire sans attendre. Donc on a ouvert le tiers-lieu de préfiguration en printemps 2020. Donc au sein d'une salle qui a été mise à disposition gracieusement par la commune. Bon, le timing printemps 2020, c'était un peu compliqué pour les tiers-lieux et les nouvelles formes de lien social, mais on s'en est sorti. Le tiers-lieu donc a été labellisé fabrique de territoire en printemps 2021, donc qui a permis d'accélérer le projet. Aujourd'hui, donc il y a 2 salariés vraiment dédiés au projet et moi qui occupe le poste de développement de la fabrique de territoire et de transition vers le futur lieu. Donc je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas la bonne slide depuis tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez la bonne slide. Donc les activités qu'on porte aujourd'hui au tiers-lieu, donc vous voyez en photo ici, donc c'est une ancienne grange. C'est principalement des activités d'inclusion numérique, donc des ateliers collectifs, individuels, à domicile au sein des tiers-lieux et des différentes communes de la communauté de communes. On met à disposition donc de la salle de réunion et des postes de télétravail. On a un atelier de fabrication assez classique, donc un Fab Lab avec les imprimantes 3D, les brodeuses numériques, les machines à découper, etc. On a tout un champ sur l'accompagnement à la scolarité et la jeunesse, notamment par le biais d'un CLAS, donc un contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'accueil de jeunes en périscolaire les mercredis et de l'aide aux devoirs ouverte à tous les publics. On travaille avec on accueille des associations qui soient vraiment liées à l'association Famille Rurale qui porte le projet, soit extérieures, donc notamment couture, broderie, ado jeunesse. Et on organise l'animation thématique pendant l'année, voilà, donc en lien avec des partenaires culturels, sportifs, associatifs. Donc sur le modèle de fonctionnement du projet, que je peux pas vous présenter forcément chiffré parce qu'il est intégré au sein d'une association qui a d'autres activités, je peux néanmoins vous montrer ce qui équilibre aujourd'hui l'activité tiers-lieu. Aujourd'hui, l'activité, elle est équilibrée et si on devait présenter les sources de revenus du projet aujourd'hui, le premier et le principal, donc c'est la labellisation établissement de vie sociale de la CAF. Donc l'EVS, pour ceux qui connaissent pas, c'est une prestation CAF qui accompagne financièrement en fait les structures de proximité qui permettent les structures qui répondent en fait à des besoins au service des familles sur les territoires. Donc c'est principalement sur les territoires ruraux, mais vous m'arrêtez si je me trompe.
Ensuite, l'autre source de revenu principale, on est sur la réponse aux appels à projets et appels à manifestation d'intérêt. Les partenariats tournent principalement aujourd'hui autour de l'inclusion numérique, notamment donc la Poste et la communauté de communes qui nous rémunèrent pour certaines de nos activités. Donc la vente de prestations de services et de marchandises, donc j'en parlais tout à l'heure, la location du matériel du Fab Lab, la mise à disposition de la salle notamment. Et enfin les prestations CAF autres que donc l'EVS, qui sont notamment donc sur l'extrascolaire et l'accompagnement de la scolarité. Voilà, sur cette petite partie sur le fonctionnement, simplement peut-être appuyer, ils auraient peut-être des questions là-dessus, mais nous, on a un vrai enjeu aujourd'hui avec Famille Rurale sur les territoires ruraux, les tiers-lieux, sur l'importance de la labellisation AVS. On voit qu'il y a un vrai lien, que c'est une brique de prestations et un financement, finalement, sur des activités qui sont assez similaires. Les tiers-lieux répondent à des objectifs de la CAF qui sont inscrits dans la labellisation AVS. Et donc, revenir ici sur ce qui est un peu évident, mais effectivement qu'aujourd'hui, on est sur un équilibre entre les activités qui sont rentables, par exemple le coworking ou l'extrascolaire sur les mercredis, des activités qui sont non rentables, par exemple l'aide aux devoirs, qui est sur le volontariat, qui est fait sur le temps de l'animatrice et qui est absolument pas rémunéré. Sur l'autre aspect, donc sur l'investissement. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet aujourd'hui donc de Pixin, c'est un tir de préfiguration. En fait, dès la naissance du projet, on a eu connaissance, la SNCF allait en direction de la commune en leur demandant l'autorisation de détruire une ancienne halle de marchandises qui n'était plus utilisée depuis une vingtaine d'années. Donc la commune a refusé donc cette démolition en disant qu'effectivement on allait pouvoir y intégrer le futur tiers-lieu. Là, on est en 2019, vous voyez, on est dans le temps long. Donc la commune a enfin racheté le bâtiment donc en septembre 2021, donc après s'être assuré qu'a priori on pourrait trouver les financements. Sans rentrer dans le détail, nous l'objectif aujourd'hui c'était de développer l'activité, l'offre d'activité. Le lieu de préfiguration actuel il fait à peu près 100 mètres carrés. Le lieu qu'on investira dans à peu près 12 à 18 mois fera un 500 mètres carrés avec 10 000 mètres carrés d'espace extérieur. Donc ça va complètement transformer l'activité. Il y a une vraie préparation, la mise à l'échelle du projet. Sur le numérique, on va notamment se développer donc avec le biais d'un hypercafé, d'une ressourcerie et d'une microfolie. Sur l'éducation, la formation et l'emploi, notamment en allant en développant vraiment la formation dans les années qui viennent. Sur l'alimentation et le développement durable, qui est un sujet qu'on n'avait pas du tout investi aujourd'hui parce que forcément dans 100 mètres carrés sans extérieur, c'est un peu compliqué. On aura notamment la mise en place d'un bistro associatif, d'une épicerie locale, d'une AMAP et l'installation d'une serre pédagogique sur l'espace extérieur. Et enfin, sur le social et le loisir, donc c'est principalement sur des espaces extérieurs. Donc, quand on a avancé sur ce projet depuis quelques années, l'idée, ça a été de le chiffrer. Donc, pour aller chercher l'investissement, donc on a fait chiffrer le projet qui est aujourd'hui à peu près 2 millions, 1 680 000 hors taxes pour la réhabilitation de l'entièreté du site. Donc pour aller chercher pour cibler vraiment ce que devait être le lieu et la mise à échelle. Donc on a capitalisé donc sur toutes les enquêtes, les rencontres publiques qui avaient été faites à l'époque, sur les rencontres notamment du comité citoyen du tiers de préfiguration, et donc on a pu faire chiffrer enfin le projet donc en 2021 pour pouvoir aller chercher les financements de l'investissement. Donc là, pour rentrer plus concrètement sur le financement et les recherches d'investissement, aujourd'hui, on a réussi à aller chercher donc 80% de financement, ce qui est de toute façon le maximum que la commune pouvait être allée chercher. Sans rentrer forcément dans le détail, qui est déjà bien indiqué ici, mais donc la commune est allée chercher donc du DETR et du DSIL, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l'investissement local. On a eu la chance de pouvoir aller chercher du fonds friche et du soutien à la résorption des friches et des verrues paysagères via des fonds européens et d'État. Et enfin, sur la partie extérieure, on allait chercher l'Agence nationale du sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports porte un AAP aujourd'hui sur les équipements sportifs dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024. Donc, il s'appelle le programme 5000 terrains sportifs. Voilà, donc aujourd'hui, je peux vous montrer quand le pré-plan, les pré-plans avaient été faits, donc on retrouve un plan du futur site. Le plan n'est pas
c'était un plan préliminaire, donc qui n'est pas du tout qui n'est plus du tout réaliste, notamment sur les parties extérieures. À la place d'un city-stade, on aura notamment une serre pédagogique. Mais voilà, ça permet de voir la transition entre un lieu de préfiguration, donc qui est relativement modeste, et le futur lieu de la locomotive, qui est un projet d'assez grande envergure quand on voit qu'il va s'installer dans une commune qui est de 900 habitants et une Comcom de 22 000 habitants. Pour terminer, donc pour en aller sur la gouvernance, aujourd'hui, donc au lancement du projet, on était sur une association famille rurale locale, donc qui portait d'autres activités. On a fait le choix de s'ouvrir il y a un an, donc on a créé une association de préfiguration collégiale, donc avec des collèges. L'idée c'était de s'ouvrir aux autres partenaires, aux autres associations. Et donc à terme, la transition vers la locomotive, donc de s'ouvrir sous forme de société coopérative à intérêt collectif. Voilà, pour conclure, c'était vraiment rappeler le temps long sur des projets en territoires ruraux. Et nous, la chance qu'on a eue dans notre projet, c'est les bonnes relations entre la commune et l'association, là où une association ne peut pas porter un projet de cette ambition à elle toute seule. Voilà, je ne sais pas comment je suis dans le timing, dites-moi. Très bien, C'est Très parfait. bien. c'est parfait. Merci beaucoup Thibaut. Je trouve ça intéressant ce que ça fait remarquer, parce que quand tu parles de temps long, ça fait le parallèle avec ce dont Julie nous parlait, c'est que là, c'est une des possibilités qui a permis ce temps long, c'est le fait qu'il y ait une structure préexistante qui porte l'ingénierie, la phase de préfiguration, ce qui est des fois beaucoup plus compliqué quand on est sur des collectifs citoyens, par exemple, qui ont besoin de se dégager du temps très rapidement pour pouvoir préfigurer, et qui en même temps doivent trouver, pour se dégager ce temps-là, un modèle tout de suite. Et je trouvais intéressant la comparaison entre vos deux histoires. Ouais, on a eu la chance du coup d'avoir une association qui était solidement ancrée sur le territoire, qui était connue des habitants et qui finalement a pu transformer les volontés des habitants, les retours des rencontres, des réunions publiques en un projet qui pouvait démarrer vraiment rapidement, d'où le tiers de préfiguration. Et on ne pouvait pas laisser descendre une dynamique et attendre, quand on voit que ça a commencé en 2020-2019 et que la locomotive a priori ouvrira mi-2024, c'est pas possible d'attendre 4 à 5 ans qu'il y ait une vraie dynamique comme ça sur un territoire. Et effectivement, c'est le moment de vos dernières questions. Alors, il y a sur Pixine, Caroline qui demande quel est le rôle précis de la commune. Alors, sur Pixine, elle a un rôle limité qui est celui de la mise à disposition de la salle. Mais elle est à l'origine, c'est un membre fondateur du projet. Son rôle, par contre, c'est qu'elle sera propriétaire du site, la locomotive en cours de réhabilitation. C'est elle qui porte les travaux. Le marché public de maîtrise d'œuvre est d'ailleurs été mis en ligne aujourd'hui. Donc, elle sera propriétaire du bâtiment et la société coopérative intérêt collectif louera l'occupation du lieu. Donc, c'est le public qui fait la sécurisation foncière et qui porte les investissements, et c'est vous qui animez le lieu au quotidien, sa communauté. C'est ça, l'idée, c'était de dire que la commune déjà pouvait s'offrir des financements auxquels nous, on n'avait pas accès. Pour la recherche de financement, c'était plus intéressant. Et l'idée aussi, c'est que là, on est sur un projet à presque 2 millions d'euros dans une commune de 900 habitants. Nous, on est une asso locale. Dans la logique, il semblait plus logique que ce soit un équipement qui appartienne à la commune. On ne sait pas où on sera dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, là, aujourd'hui, la commune récupère un bâtiment d'une valeur de 2 millions d'euros en ayant investi finalement 300 000 euros. C'était plus intéressant de le voir dans ce sens-là. Donc, même si le projet enfin, on ne vous le souhaite pas, mais si le projet se cassait la figure ou se transformait, la commune en sort plutôt gagnante finalement, puisqu'elle a un foncier, un immobilier qu'elle peut revaloriser, qui est dans son patrimoine. C'est ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous avoue que j'ai jamais vécu un webinaire sur un sujet qui soit aussi silencieux, mais en même temps, on a un peu dépassé le temps, donc j'imagine que tout le monde a son planning pour la suite. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. On vous transmettra du coup le lien de rediffusion, il sera rediffusé, ce webinaire. On vous enverra bien entendu le compte-rendu et les présentations qui ont été faites. Et puis pour la suite,
Sur le volet accompagnement, alors je sais qu'il y a des gens qui ne viennent pas du Grand Est, donc pour cela, on vous conseillerait de vous rapprocher de vos réseaux régionaux, de tiers-lieux, locaux. Et pour ceux qui sont dans le Grand Est, bah, du coup, si vous avez un projet en cours, vous pouvez, vous rapprocher, du réseau, tiers-lieux Grand Est. On vous proposera soit des accompagnements, donc qui sont, on n'est pas des professionnels, sur des sujets techniques, mais on peut vous aider sur l'accompagnement global et l'identification, des, personnes qui pourront le mieux répondre à vos questions et vous mettre en lien. Je retiens la remarque, de Julie sur le fait de pouvoir croiser des projets qui ont déjà avancé, avec des expériences similaires. Donc on a un programme de visite apprenante et d'immersion, dans lesquels on vous rapproche d'un lieu qui a un projet similaire, un territoire similaire à celui que vous souhaitez porter. Merci et puis, bah, bonne